Pendant une tempête, mon père a évacué toute la famille, mais il m'a laissé derrière avec les animaux. Ma mère a pris la dernière voiture. Quelqu'un doit surveiller la maison. Mon père a condamné ma fenêtre avec des planches depuis l'extérieur. Pour que tu n'ailles pas d'idée. Ils ont même coupé l'électricité avant de partir. Je suis resté assis dans le noir pendant que les vents de catégorie 4 frappaient. J'ai juste souri. Ce matin. Mon nom est Mara Collins et j'avais 17 ans la nuit où ma famille a décidé que la maison valait plus d'être sauvée que moi. Les alertes d'orage hurlaient sur tous. Les téléphones du comté depuis 2 jours, catégorie 4, évacuation obligatoire. Les gens scotchaient leurs fenêtres, rentraient leurs chaises de jardin. Fourraient des vêtements dans des sacs poubelles et partaient avant que les ponts ne soient fermés. Je pensais que je partais aussi. J'avais déjà mis mes baskets près de la porte. Et préparé de la nourriture pour les 2 chiens et le vieux chagri qui dormait sous mon lit. Puis ma mère a regardé les animaux, a regardé les voitures remplies et a dit que quelqu'un devait rester parce que les hôtels n'acceptaient pas les animaux et que les voleurs adoraient les maisons vides après les tempêtes. J'ai ri car je pensais qu'elle plaisantait. Personne n'a riant. Retour. Mon père a porté du contreplaqué à la fenêtre de ma chambre et l'a cloué de l'extérieur. Quand j'ai demandé pourquoi il barricadait ma chambre après avoir dit à tout le monde de monter en voiture, il a répondu que c'était pour que je n'ai pas d'idée une fois que le vent serait fort. Ma mère a pris la dernière voiture. Mon frère a eu le siège arrière. Ma tante tenait une glacière pleine de collations sur ses genoux. Je me tenais sur le porche avec 3 animaux terrifiés derrière moi pendant que mon père coupait le disjoncteur principal avant de partir. Toute la maison s'est obscurcie avant même l'arrivée de la tempête. 6 heures plus tard, mon téléphone est mort. 19 heures plus tard, j'étais toujours assise dans le placard du couloir avec des serviettes humides sous la porte. Un chien tremblait contre mes côtes, le chat griffait mon sweat à capuche, et quelque chose de lourd frappait le toit si fort que je pensais que le plafond allait s'effondrer. Et j'ai souri. Non pas parce que j'étais courageuse, non pas parce que j'allais bien. J'ai souri parce que pour la première fois de ma vie, j'ai enfin compris exactement ce que j'étais pour eux. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé 9 ans plus tard, quand mon téléphone a explosé. Avec 53 appels manqués et que mon père m'a supplié d'arrêter, dites-moi ceci. D'abord, quelle heure est-il chez vous en ce moment? Et d'où écoutez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage avant qu'il ne réalise que la vérité n'est pas restée enterrée dans cette tempête. Le nom de mon père était Grant Collins. Et le pire chez lui n'était pas qu'il était toujours cruel. C'était qu'il savait exactement quand agir gentiment pour que les autres ne croient jamais ce qui se passait dans notre maison. Il a travaillé pour le service d'entretien du comté pendant près de 20 ans, ce qui signifiait qu'il comprenait les alertes de tempête mieux que la plupart des gens. Il savait ce qu'un ouragan de catégorie 4 pouvait faire à un toit, une fenêtre, une ligne électrique, une adolescente piégée dans une maison sombre. Ma mère, Lydia Collins, travaillait au bureau d'une école primaire et faisait du bénévolat à l'église chaque Thanksgiving. Les gens la disaient patiente, généreuse et altruiste. Ils disaient qu'elle avait le don de rassurer les enfants. Je me suis souvent demandé si j'étais là. Seul enfant que ce don n'avait jamais atteint. Mon frère Caleb avait 2 ans de moins que moi, mais il avait toujours été traité comme l'enfant que mes parents attendaient. J'étais l'accident qu'ils avaient eu trop jeune. Il était la seconde chance qu'ils étaient fiers de montrer. Quand Caleb a eu un B en maths, ma mère a scotché le test sur le réfrigérateur et a dit qu'il faisait de son mieux. Quand j'ai eu d'excellentes notes, mon père a à peine levé les yeux de son café et a dit « C'est ce que tu es censé faire ». Caleb a eu de nouvelles chaussures avant la rentrée scolaire. J'ai eu son vieux sac à dos quand il a décidé que la fermeture éclair était gênante. Caleb a eu un camion d'occasion à 16 ans parce que, selon mon père, un
garçon avait besoin d'indépendance. Je marchais 3 miles pour rentrer de l'école parce que, selon le même homme, la marche forgeait la discipline. Ma tante Marlène a emménagé chez nous quand j'avais 14 ans, après ce qu'elle appelait une période difficile. Cette période difficile a duré des années. Elle n'a jamais payé de loyer, jamais acheté de courses, et avait pourtant des opinions sur mon égoïsme. Elle appelait Caleb, chéri, et moi, dramatique. Elle a dit à ma mère que j'avais un visage difficile, comme si j'accusais toujours quelqu'un de quelque chose. Peut-être que c'était le cas. Peut-être que même à ce moment-là, je pouvais sentir la vérité, silencieuse et laide, assise avec nous dans chaque pièce. La seule personne qui m'ait jamais fait sentir désiré était ma grand-mère, Nana June Whittaker. Elle habitait à environ 15 minutes, dans une vieille maison bleue, avec des volets blancs et une balançoire de porche qui grinçait chaque fois que le vent venait de l'eau. Nana June était celle qui venait à mes pièces de théâtre scolaire, même quand je n'avais qu'une seule réplique. C'est elle qui m'a appris à conduire sur un parking d'église vide. C'est elle qui gardait mes snacks préférés dans son garde-manger parce qu'elle avait remarqué que ma mère n'achetait que ce que Caleb aimait. Quand j'étais petite, je pensais que Nana était juste très aimante. Quand j'ai grandi, j'ai compris qu'elle comblait un vide que mes parents avaient laissé volontairement. Elle n'a jamais dit que mes parents me détestaient. Elle était trop prudente pour ça. Mais une fois, quand j'avais 15 ans, elle a vu ma mère oublier mon dîner d'anniversaire parce que Caleb avait un match de baseball. Et Nana m'a regardé de l'autre côté de la table de cuisine et a dit, « Bébé, ne supplie jamais les gens de te voir quand ils se sont entraînés à détourner le regard. » Je n'ai pas compris à quel point cette phrase deviendrait importante avant la tempête, parce que la nuit où ils m'ont laissé avec les animaux n'était pas un changement choquant dans ce qu'ils étaient. Ce n'était pas une bonne famille prenant une mauvaise décision sous la pression. C'était la chose la plus honnête qu'ils aient jamais faite. Ils avaient passé toute ma vie à me montrer que mon confort passait en dernier, ma peur passait en dernier, ma sécurité passait en dernier. L'ouragan ne leur a donné qu'une chance de le prouver quand personne ne regardait. Et quand ils sont revenus après 19 heures, trempés du parking de l'hôtel et irrités que la circulation ait été mauvaise, ma mère ne m'a pas couru après. Elle est passée devant moi et a demandé si les chiens avaient abîmé les sols. Mon père a vérifié les fenêtres avant de vérifier mon visage. Caleb s'est plaint que le petit déjeuner de l'hôtel avait été terrible. Tante Marlène a dit qu'elle avait à peine dormi parce que les oreillers étaient trop durs. Je me tenais dans le couloir, mon sweat à capuche toujours griffé par les griffes du chat, et je leur ai dit que je pensais que j'allais mourir. Ma mère a soupiré comme si je l'avais embarrassée. Mara, arrête d'être dramatique. La maison est toujours debout. Mon père a dit, tu étais assez vieille pour gérer ça. Caleb a ricané et a dit, honnêtement, je serais reconnaissant qu'il t'ait fait confiance. Tante Marlène a ajouté, certaines filles de ton âge adoreraient ce genre de responsabilité. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'essayer de les faire comprendre. J'avais survécu à un ouragan. Mais d'une certaine manière, le calme après leur retour à la maison semblait plus froid que la tempête. L'année suivante, je suis devenu très doué pour disparaître tout en vivant sous leur toit. J'ai arrêté de dire à ma mère quand quelque chose me faisait mal. J'ai arrêté de demander à mon père de me conduire. J'ai arrêté de réagir quand Caleb faisait des blagues sur le fait que j'étais le fantôme de la famille. J'ai appris que le silence pouvait être un bouclier si on le portait assez longtemps. À l'école, les gens pensaient que j'étais concentré. Les professeurs me disaient mature. Les conseillers d'orientation disaient que j'avais un fort sens de l'orientation. Ils ne savaient pas que direction n'était qu'un autre mot pour évasion. Chaque formulaire de bourse que je remplissais était comme une petite porte qui s'ouvrait.
Chaque site web d'université que je visitais en secret était comme de l'oxygène. J'ai choisi des écoles assez loin pour que personne ne puisse me demander de rentrer dîner, mais assez près pour que Nana June puisse toujours venir me voir si elle le voulait. Je n'ai dit à personne, sauf à elle. Quand j'ai enfin avoué que je postulais dans des universités hors de la ville, Nana n'a pas pleuré ni essayé de me dissuader. Elle a fait du thé, a posé une assiette de biscuits au beurre entre nous, et a demandé « De combien d'argent as-tu besoin pour être libre ?» J'ai failli craquer à ce moment-là. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que personne ne m'avait jamais posé cette question auparavant. Mes parents parlaient d'argent comme si j'étais un coup. Nana en parlait comme d'un outil. J'ai obtenu une bourse complète pour une université à Raleigh. J'ai choisi un programme lié à la planification des catastrophes, à la conformité aux assurances et aux risques des propriétés côtières. Les gens me demandaient pourquoi une fille de mon âge voulait étudier les codes d'ouragan, les règles d'évacuation et les rapports d'assurance. Je leur disais que les tempêtes m'intéressaient. C'était plus facile que de dire que je voulais comprendre tous les systèmes qui m'avaient fait défaut. Je voulais savoir ce que les gens étaient légalement tenus de faire, moralement tenus de faire, et ce qui se passait quand ils ignoraient les deux. Le lendemain de la remise des diplômes, j'ai fait une valise et un sac de sport. Ma mère se tenait dans la cuisine, faisant défiler son téléphone pendant que je portais mes affaires à la voiture de Nana. Elle m'a demandé si j'étais sûr de ne pas faire de scène. Mon père m'a demandé quand je reviendrais pour aider à nettoyer le garage. Caleb m'a dit de ne pas faire trop la fière juste parce que j'allais à l'université. Tante Marlène a dit que les étudiantes revenaient toujours avec des attitudes. Nana m'attendait dehors, le moteur en marche et une boîte de sandwich sur le siège passager. Je me souviens avoir regardé la maison avant de monter dans la voiture. Non pas avec tristesse, mais avec un étrange calme vide. Certaines personnes quittent la maison et ont l'impression de perdre une partie d'elles-mêmes. J'avais l'impression de laisser derrière moi un costume qui n'avait jamais été à ma taille. L'université ne m'a pas guéri du jour au lendemain. La liberté n'est pas magique. La première fois qu'une colocataire m'a demandé où était ma famille. Pendant le week-end des parents, j'ai menti et j'ai dit qu'ils étaient occupés. La première fois qu'un orage a coupé le courant dans ma chambre d'étudiant, je suis resté assise sur le sol de la salle de bain pendant 20 minutes avant de pouvoir me lever. Mais lentement, j'ai construit une vie qui n'exigeait pas leur approbation. J'ai étudié plus dur que quiconque autour de moi parce que je savais exactement ce que je fuyais. J'ai travaillé à temps partiel au bureau du logement du campus. Puis j'ai fait un stage dans une entreprise d'assurance côtière, puis j'ai passé les étés à examiner les rapports de dégâts causés par les tempêtes pour les propriétés le long de la côte. J'ai appris comment les maisons échouaient, comment les réclamations étaient rejetées, comment les plans d'évacuation étaient écrits et à quel point les gens mentaient facilement quand il s'agissait d'argent. Chaque compétence acquise devenait un verrou supplémentaire sur la porte entre moi et ma famille. Mes parents appelaient à peine quand ils le faisaient. C'était parce qu'ils voulaient quelque chose d'assez petit pour faire semblant que ce n'était pas une faveur. Pourrais-je expliquer un formulaire d'assurance? Pourrais-je jeter un œil à une lettre du comté? Pourrais-je envoyer de l'argent à Caleb parce qu'il avait eu des problèmes avec un paiement de voiture? Je disais généralement non. Nana June appelait tous les dimanches soirs. Elle me posait des questions sur mes cours, mes amis, ce que je mangeais, si j'avais ri cette semaine. Elle venait 2 fois par an et apportait des barres de pivoine maison dans une boîte en fer blanc. Lors d'une de ses visites, quand j'avais 22 ans, elle s'est assise dans mon petit appartement et m'a dit la vérité sur la maison. Mes parents vivaient dans sa propriété depuis des années, ne payant presque rien. La vieille maison côtière était à elle, pas à eux. Ils avaient emménagé quand
J'étais petite parce qu'ils disaient qu'ils avaient besoin d'aide pour se remettre sur pied. Puis ils ne sont jamais partis. Ils la traitaient comme un héritage qu'ils avaient déjà reçu. Nana payait les impôts quand ils étaient en retard. Nana couvrait les réparations quand ils les ignoraient. Nana a continué à donner parce qu'elle pensait que peut-être, s'ils avaient de la stabilité, ils deviendraient de meilleurs parents. Sa voix a changé quand elle a dit ça. Elle est devenue plus petite. J'avais tort à leur sujet, Mara. Je lui ai dit de ne pas se blâmer. Elle m'a serré la main et a dit, je ne me blâme pas d'avoir aimé ma fille. Je me blâme d'avoir espéré que l'amour la rendrait plus gentille. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Elle avait changé son testament. La maison m'appartiendrait. J'ai dit à Nana June de ne pas le faire. C'était ma première réaction, non pas parce que je ne voulais pas de la maison, mais parce que je savais exactement ce qui allait arriver. Ma mère dirait, j'ai manipulé une vieille femme. Mon père dirait, j'ai volé la famille. Caleb parlerait d'équité comme si l'équité avait jamais existé dans notre maison. Tante Marlène me traiterait de cupide depuis une chambre qu'elle n'avait jamais payée. Nana a écouté tout cela et a hoché la tête comme si elle s'était déjà attendue à chaque mot. Puis elle a dit, cette maison a protégé des gens qui ne t'ont jamais protégé. Quand je serai parti, je veux qu'elle te protège. Je n'ai pas eu de réponse à cela. 3 ans plus tard, Nana est décédée dans son sommeil après avoir fait du café et nourri les oiseaux sur son porche. Ce détail m'a presque brisé. Elle avait quitté le monde de la même manière qu'elle y avait vécu, prenant tranquillement soin de quelque chose de plus petit qu'elle. Je suis revenu pour les funérailles et j'ai gardé mes distances avec ma famille. Ma mère a pleuré bruyamment au service, s'appuyant sur les bras des gens, acceptant le réconfort comme si elle avait été la fille dévouée de Nana. Tous les jours de sa vie. Mon père se tenait rigide à ses côtés, jouant le rôle du gendre endeuillé. Caleb portait un costume sombre et avait l'air de s'ennuyer jusqu'à ce que quelqu'un mentionne la maison. Tante Marlène a murmuré trop fort que Nana avait toujours été étrange avec moi. Je n'ai pas répondu. J'avais appris que le silence rendait les gens nerveux quand ils s'attendaient à ce que vous suppliez. Le testament a été lu 2 semaines plus tard. Je n'étais pas dans la pièce avec eux. Mon avocat m'a appelé après, et 10 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. Ma mère a appelé 11 fois avant de laisser un message vocal, qui commençait par une fausse confusion et se terminait par une vraie rage. Mon père a envoyé un SMS, appelle-moi maintenant. Caleb a envoyé un long message disant que Nana ne voudrait jamais diviser la famille, comme si la famille n'avait pas été divisée depuis le jour de ma naissance. Tante Marlène a dit que j'avais empoisonné une vieille femme contre son propre sang. J'ai tout lu, puis j'ai posé mon téléphone face cachée et je suis retourné au travail. C'était la première fois que je comprenais que le pouvoir n'avait pas besoin d'être bruyant. Pendant des années, ils avaient contrôlé chaque histoire, chaque pièce, chaque règle. Maintenant, un morceau de papier avec la signature de Nana avait changé les serrures de tout cela. J'aurais pu les expulser immédiatement, mais je ne l'ai pas fait. Cela aurait rendu l'histoire trop facile pour eux. Ils auraient pleuré devant toute la ville que j'avais jeté des parents en deuil après des funérailles. Alors, j'ai fait ce pourquoi ma carrière m'avait formé. J'ai utilisé la structure. J'ai utilisé la documentation. J'ai utilisé des termes qu'ils ne pouvaient pas tordre sans se démasquer. J'ai envoyé un contrat de location formel au prix du marché avec des règles claires concernant l'occupation, l'entretien de la propriété, les délais de paiement et l'interférence avec les droits de vente ou d'inspection. Seuls mes parents étaient des locataires approuvés. Tante Marlène n'était pas listée. Caleb n'était pas listé.
Pas d'invité à long terme sans autorisation écrite. Ma mère a appelé cela humiliant. Mon père a appelé cela un manque de respect. Caleb a dit que faire signer un bail à ses parents était dégoûtant. Tante Marlène a dit que Nana aurait honte. Je leur ai dit qu'ils avaient 30 jours pour signer ou quitter les lieux. Ils ont signé le 28e jour. Je me souviens encore d'avoir fixé leur signature quand la copie m'est revenue. Grant Collins, Lydia Collins, les deux personnes qui m'avaient laissé dans l'obscurité avaient maintenant besoin de ma permission pour continuer à dormir sous ce toit. Pendant 3 ans, j'ai tout gardé professionnel. Je ne les ai pas insultés. Je n'ai pas rendu visite pendant les vacances. Je n'ai pas répondu au texte émotionnel. Le loyer était dû le 1er. Des frais de retard s'appliquaient après. Le 5. Les demandes d'entretien devaient être soumises par écrit. Ma mère détestait ça par-dessus tout. Elle voulait des appels téléphoniques où elle pouvait pleurer, accuser et réécrire l'histoire en temps réel. Je lui ai donné des fils de discussion par email. Mon père voulait m'intimider par le silence et des ordres brefs. Je lui ai donné des documents numérisés. Ils ont lentement appris que la version de moi qu'ils avaient élevée pour être silencieuse était devenue quelqu'un qui tenait des registres. Puis, au cours de la 3e année, les paiements ont commencé à être en retard. D'abord de 3 jours, puis de 2 semaines, puis un mois entier. Manquait. À peu près au même moment, Caleb est redevenu soudainement amical. Il m'a envoyé des messages pour demander comment j'allais. Il a envoyé une photo de sa nouvelle carte de visite d'une agence immobilière et a dit, peut-être devrions-nous nous revoir en tant qu'adultes. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Caleb ne m'avait jamais tendu la main à moins que quelqu'un derrière lui ne veuille que j'ouvre la mienne. La gentillesse de Caleb a duré exactement 4 messages avant que la vraie raison ne transparaître. Il a dit que la santé de papa avait été difficile. Il a dit que maman était stressée. Il a dit que la maison était trop pour eux, mais déménager à leur âge serait dévastateur. Il a dit qu'en tant que professionnel de l'immobilier, il pensait qu'il y avait peut-être une solution qui fonctionnerait pour tout le monde. Chaque fois que quelqu'un de ma famille disait « tout le monde », il voulait dire eux. Je l'ai laissé parler. Il m'a dit que mes parents avaient réuni environ 55 000 $ en vidant leurs économies, en empruntant à des amis d'eux. L'église, en vendant le bateau de pêche de mon père et en faisant pression sur Caleb pour qu'il contribue. Il voulait l'offrir comme acompte pour acheter la maison à ce qu'il appelait un prix familial. La propriété valait plusieurs fois cela. Le terrain à lui seul était devenu précieux car les locations côtières à court terme avaient explosé dans cette partie des Outer Banks. J'ai demandé à Caleb ce qu'il entendait par prix familial. Il a dit que cela signifiait ne pas traiter les gens qui m'avaient élevé comme des étrangers. J'ai presque ri. Élevé était une expression tellement généreuse pour ce qu'ils avaient fait. Les gens élèvent leurs enfants en les protégeant. Mes parents m'avaient rangé dans la maison comme des meubles de tempête. 6 jours plus tard, je suis retourné sur la côte avec un dossier sur le siège passager et plus aucune émotion pour la nostalgie. La maison avait l'air pire que ce à quoi je m'attendais. La peinture bleue de Nana avait viré à un gris fatigué. Une balustrade du porche penchait vers l'extérieur. Les volets de tempête étaient rouillés aux charnières. Les parterres de fleurs que Nana aimait autrefois étaient devenus des mauvaises herbes et des bordures fissurées. Ils avaient vécu dans une maison qu'ils prétendaient chérir et l'avaient traitée de la même manière qu'ils m'avaient traité, utile jusqu'à ce qu'elle nécessite des soins. Ma mère a ouvert la porte avant que je ne frappe. Elle a souri trop brillamment et a dit que j'avais l'air mince. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable du salon, plus âgé que dans mes souvenirs, mais arborant toujours cette expression dure qu'il utilisait
Quand il voulait que tout le monde sache qu'il était déçu. Caleb n'était pas censé être là, mais son camion était garé dans la rue. Je l'ai remarqué avant. Même qu'il ne commence à parler. Ma mère a offert du café. Mon père a dit que nous devions être pratiques. Je suis resté debout. Ils avaient répété leur discours. Ma mère a parlé de Nana, de l'héritage, de la façon dont la maison devrait rester dans la famille. Mon père a dit que 55 000 $ était un sacrifice sérieux. Il a dit que j'avais bien réussi et que je n'avais pas besoin de pressurer mes propres parents. Il a dit qu'ils avaient fait des erreurs, mais que tous les parents en faisaient. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'il n'ait plus de mensonges confortables. Puis j'ai demandé, te souviens-tu de ce que tu as dit quand tu as cloué ma fenêtre de chambre avant l'ouragan? Le visage de ma mère s'est crispé. Mon père a regardé vers le couloir, pas vers moi. Il a dit, on ne va pas refaire ça. J'ai dit, si. Ma mère a claqué que j'avais gardé cette tempête trop longtemps. Elle a dit que j'étais en vie, que la maison allait bien, et que les filles normales ne punissaient pas leur famille pour toujours pour une mauvaise nuit. C'est là que j'ai ouvert le dossier. Je leur ai dit que je ne leur vendais pas la maison. Pas pour 55 000, pas pour 500 000. J'avais accepté une offre d'une entreprise de retraite côtière qui prévoyait de rénover la propriété en une maison de location agréée et sécurisée en cas de tempête, avec des ressources d'évacuation adaptées aux animaux de compagnie. Ils avaient 60 jours pour quitter les lieux conformément au bail. Les larmes de ma mère sont venues vite, mais je connaissais ses larmes. Ce n'était pas du chagrin. C'était des outils. Elle a demandé comment je pouvais jeter mes propres parents. La voix de mon père est devenue grave. Il a dit que Nana serait dégoûtée de moi. Je lui ai dit que Nana savait exactement ce qu'elle faisait. C'est à ce moment-là que Caleb est entré par la porte d'entrée avec son visage de pacificateur. Il a dit qu'il était venu parce qu'il espérait que nous pourrions tous en discuter calmement. J'ai demandé s'il leur avait parlé de l'offre avant mon arrivée. Son visage m'a donné la réponse avant sa bouche. Il avait collecté des informations pour eux, faisant semblant de renouer des liens tout en rapportant chaque détail aux personnes qui croyaient toujours pouvoir me déjouer. Avant que je ne puisse répondre, j'ai entendu du mouvement à l'étage. Tante Marlène est descendue en chaussons, tenant une tasse, ses cheveux enveloppés dans une serviette. Elle s'est figée en me voyant tenir mon téléphone. Selon le bail, elle n'aurait pas dû y vivre. Selon le bail, elle était partie depuis 3 ans. J'ai commencé à enregistrer. Ma mère a dit, ne t'avise pas. J'ai dit, vous avez vécu dans ma maison, violé mon bail, menti à mon visage. Et vous pensiez toujours que je venais ici sans préparation. Tante Marlène m'a traité de petite fille vindicative. Caleb m'a dit d'arrêter d'envenimer les choses. Mon père a dit que si je continuais, je ne serais plus jamais là. Bienvenue dans la famille. J'ai regardé les 4 debout dans le salon de Nana. Et j'ai réalisé qu'ils ne comprenaient toujours pas. Je ne m'étais pas senti la bienvenue dans cette famille depuis avant la tempête. Je ne perdais pas une place. J'en récupérais une. 10 minutes après mon départ, ma main s'est mise à trembler sur le parking d'un magasin de bricolage. Non pas de regret, mais d'adrénaline. Les gens pensent que la vengeance est chaude, comme la colère qui trouve enfin une voix. La mienne était froide, précise, presque silencieuse. Je suis resté assise là jusqu'à ce que ma respiration ralentisse, puis j'ai vu un message de Monsieur Jonabel, l'ancien voisin de Nana. Il me connaissait depuis que j'étais enfant et m'envoyait toujours une carte de Noël chaque année avec un phare imprimé dessus. Son message disait, Mara, j'ai entendu dire que tu étais en ville. Il y a des choses que tu dois savoir avant la réunion du conseil. Je l'ai appelé immédiatement.
Ce qu'il m'a raconté a expliqué pourquoi les gens en ville me regardaient étrangement depuis des années. Mes parents ne s'étaient pas contentés de se plaindre de payer le loyer. Ils avaient bâti toute une histoire autour de ça. Selon eux, je les avais menacés de les dénoncer pour de faux crimes à moins qu'ils ne me paient. J'avais manipulé Nana pendant qu'elle était confuse. J'étais instable, avidé. Obsédé par l'idée de punir mes parents. Après avoir accepté l'offre de la retraite côtière, l'histoire a changé à nouveau. Maintenant, j'essayais de les chasser pour pouvoir commettre une fraude à l'assurance avec une société de location. Ma mère était allée de porte en porte avec les yeux rouges et une voix d'église, disant aux voisins qu'elle avait peur de ce que je pourrais faire. Ensuite, mon père avait laissé entendre qu'il connaissait des gens au sein du comité des permis de la communauté qui auraient des inquiétudes. Caleb avait utilisé ses nouveaux contacts immobiliers pour poser des questions sur l'acheteur. Tante Marlène avait apparemment dit à la moitié du quartier que j'avais quitté la maison parce que j'étais trop égoïste pour faire partie d'une famille. Un instant, j'ai presque admiré le travail d'équipe. Il ne m'avait jamais protégé avec autant d'énergie. J'ai engagé l'avocate Claire Maddox le lendemain matin. Elle était directe, calme et complètement insensible aux chaos émotionnels. Ce qui m'a immédiatement inspiré confiance. J'ai tout apporté, le bail, les relevés de paiement, la vidéo de tante Marlène descendant les escaliers en pantoufles, les captures d'écran de Caleb, l'offre acceptée, les messages de mon père qui ont commencé à arriver après ma visite. L'un d'eux disait, « Tu penses que la paperasse te rend puissante, mais les permis peuvent se compliquer quand les bonnes personnes posent des questions. » Un autre disait, « Je sais toujours comment fonctionne ce comté. » Claire a lu celui-là 2 fois et a dit, « Bien. » Il a mis la menace par écrit. Elle a expliqué que l'occupant non autorisé à lui seul suffisait à résilier le bail plus rapidement que les 60 jours standards. Leur tentative d'ingérence dans le processus de vente et de permis créait un autre problème sérieux. La diffamation serait plus difficile à prouver à moins que nous ne démontrions des dommages, mais nous n'avions pas besoin de poursuivre chaque mensonge. Nous n'avions besoin que du chemin le plus direct pour les expulser et protéger la vente. C'est devenu le plan. Un avis formel de 30 jours a été envoyé, citant des violations de bail, une occupation non autorisée et une ingérence dans les intérêts commerciaux légitimes du propriétaire. Ma mère a appelé 16 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un message disant que j'étais sans cœur, que je tuais mon père par le stress, que Nana ne me pardonnerait jamais, que le pardon était ce que faisaient les gens décents. J'ai répondu une fois. Laisser un enfant seul lors d'un ouragan de catégorie 4 n'était pas une erreur. C'était un choix. Mentir sur cet enfant pendant 9 ans était aussi un choix. 30 jours, c'est plus de pitié que vous ne m'en avez donné. Mon père n'a pas envoyé de culpabilité. Il a envoyé des menaces. Caleb est arrivé à mon appartement 2 jours plus tard sans prévenir. Il était presque 8 heures du soir. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas laissé entrer avant qu'ils ne disent qu'ils voulaient parler sans eux. La curiosité n'est pas le pardon, mais parfois c'est utile. Il s'est assis sur mon canapé comme s'il entamait une négociation et m'a dit qu'il comprenait pourquoi j'étais en colère. C'était le premier mensonge. Puis, il a dit que nos parents avaient pris une terrible décision pendant la tempête. Mais que les détruire maintenant ne changerait rien. Il a dit qu'il était plus âgé, effrayé et financièrement piégé. Il a dit qu'ils avaient besoin d'un processus de pardon, pas d'humiliation publique. Je lui ai demandé ce qu'il pensait qu'un pardon réparerait. Il a dit que cela pourrait me donner la paix. Je lui ai dit que la paix n'était pas là. Même chose que de laisser les gens garder tout ce qu'ils avaient volé. Caleb s'est penché en avant et a dit, « Tu deviens pire qu'eux. » Cette phrase était censée me blesser.
Elle ne l'a pas fait. J'ai dit qu'ils avaient agi contre un enfant qui n'avait aucun pouvoir. J'agis contre des adultes qui ont eu 9 ans pour dire la vérité et qui ont choisi les mensonges à la place. Ce n'est pas la même chose. Il a dit que la vengeance me laisserait seul. Je lui ai dit que j'avais été seul dans cette famille toute ma vie. La différence maintenant, c'est que je n'étais plus impuissante. Il est parti en colère, ce qui signifiait qu'il avait échoué. Le lendemain, M. Jonah m'a envoyé des photos de dépliants distribués avant la réunion du conseil. Des permis. Ma mère avait écrit que le quartier devait arrêter un projet de location dangereux mené par un propriétaire peu éthique. Un propriétaire peu éthique. Cette phrase est restée avec moi toute la nuit. Il m'avait laissé dans une tempête, couper l'électricité, clouer ma fenêtre, menti aux voisins, violer mon bail et menacer ma vente. Mais j'étais peu éthique parce que j'avais enfin des preuves. La réunion du conseil était dans 6 jours. Il apportait des rumeurs. J'apportais des preuves. La réunion du comité des permis de la communauté s'est tenue dans un bâtiment en briques basses à côté de la bibliothèque, le genre d'endroit où chaque chaise grinçait et où tout le monde savait quelle famille vivait en ville depuis le plus longtemps. Mes parents avaient compté sur ça. Ils pensaient que l'histoire les protégerait. Ils pensaient que les gens verraient ma mère pleurer, mon père avoir l'air fatigué et Caleb assis les mains jointes comme le fils raisonnable, et ils décideraient que j'étais le problème. Avant même que j'ouvre la bouche. La Coastal Retreat Company a présenté en premier. Leur plan était propre, légal et meilleur pour la propriété que tout ce que mes parents avaient fait depuis des années. Ils restaureraient la maison de Nanao. Lieu de la démolir. Ils ajouteraient des fenêtres anti-tempête, des kits d'évacuation pour animaux de compagnie, un éclairage de secours et des plans de sécurité clairs pour les invités. Ils avaient les permis, les inspections et l'assurance en place. Puis les commentaires du public ont commencé. Ma mère s'est levée la première. Elle portait un cardigan bleu doué. L'expression blessée qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait que des étrangers adoptent sa version des faits. Elle a dit que j'avais changé après avoir quitté la maison. Elle a dit que j'étais devenu obsédé par l'argent. Elle a dit que je forçais mes parents âgés à quitter une maison familiale pour le profit. Elle a dit qu'elle craignait que je ne sois impliqué dans une fraude à l'assurance et que le conseil avait le devoir de protéger le quartier. Mon père est resté immobile, la mâchoire serrée. Caleb a fixé la table. Tante Marlène a hoché la tête comme un juge. J'ai laissé ma mère finir chaque mot. Puis je me suis levé et je me suis présenté comme la propriétaire légale de la propriété. J'ai gardé ma voix calme car la vérité n'a pas besoin de crier quand elle a des documents. J'ai montré le bail en premier. J'ai expliqué que mes parents étaient locataires, pas propriétaires. J'ai montré la clause d'occupation et la vidéo de tante Marlène descendant du 2e étage, prouvant qu'elle y vivait sans permission. Tante Marlène a murmuré quelque chose sous son souffle, mais personne n'a ri. Puis j'ai lu le message de mon père à propos des permis qui se compliquent quand les bonnes personnes posent des questions. L'un des membres du conseil l'a regardé directement et lui a demandé s'il avait écrit cela. Mon père a dit que c'était sorti de son contexte. J'ai dit, alors, laissez-moi vous donner le contexte. J'ai sorti le bulletin météorologique de la nuit de l'ouragan Isabella, vitesse du vent, avertissement d'urgence, avis d'évacuation obligatoire, fermeture de route. J'ai dit à la pièce que j'avais 17 ans lorsque ma famille a évacué sans moi. Je leur ai dit que ma mère avait pris la dernière voiture parce que quelqu'un devait surveiller la maison. Je leur ai dit que mon père avait barricadé la fenêtre de ma chambre de l'extérieur en disant que c'était pour que je n'ai pas d'idée. Je leur ai dit qu'il avait coupé le disjoncteur principal avant de partir et que j'avais passé 19 heures dans un placard de couloir avec 2 chiens et un chat. Pendant que le toit tremblait au-dessus de moi.
La pièce est devenue si silencieuse que j'ai pu entendre le stylo de quelqu'un s'arrêter de bouger. Un membre du conseil a demandé à mon père si c'était vrai. Mon père a dit que la tempête n'avait pas été aussi grave que les gens le disaient. Le membre du conseil lui a demandé s'il avait laissé un enfant mineur dans la maison pendant une évacuation obligatoire. Mon père a dit que j'avais presque 18 ans. Le membre du conseil lui a demandé s'il avait barricadé ma fenêtre de l'extérieur. Il a dit que c'était pour la protection. J'ai dit, alors. Pourquoi m'avez-vous dit que c'était pour que je n'ai pas d'idée? Il n'a pas répondu. Ce silence a fait plus de dégâts que n'importe quel discours que j'aurais pu prononcer. Ma mère a commencé à pleurer, mais cette fois la pièce ne s'est pas rapprochée d'elle. Elle s'est éloignée. Caleb a regardé le sol. Le visage de tante Marlène était devenu pâle. Le permis a été approuvé à l'unanimité. Ensuite, les gens qui avaient cru mes parents ont évité le regard. Monsieur Jonah m'a serré dans ses bras à l'extérieur et a dit que Nana aurait été fière. Je n'ai pas pleuré avant d'être de retour dans ma voiture, non pas parce que je les plaignais, mais parce que pour la première fois, la vérité avait tenu debout. Dans une pièce pleine de monde et avait survécu. 6 jours plus tard, la date limite de 30 jours est arrivée. Mes parents avaient passé leur dernier mois à essayer de m'arrêter au lieu de trouver un vrai logement. Je suis venu avec l'avocate Claire et un adjoint du shérif car je savais qu'il valait mieux ne pas arriver seul. Ma mère se tenait dans l'allée, suppliant. Pour 2 semaines de plus. Elle a dit que l'appartement qu'ils avaient trouvé était petit. Elle a dit que la santé de mon père était mauvaise. Elle a dit que je rejetais ma famille. J'ai dit que 30 jours, c'était plus que ce que vous m'avez donné cette nuit-là. Mon père est sorti sans me regarder. Tante Marlène a chargé des cartons dans une camionnette empruntée. Caleb a essayé de parler, mais je lui ai dit qu'il n'y avait plus rien à traduire pour lui. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé. 53 appels manqués. À 7h30 du matin, mon père a envoyé un message, « S'il te plaît, arrête. Ne fais pas ça. » À 9h30, ma mère a écrit, « Nous avions tort. S'il te plaît, pardonne-nous. » Caleb a envoyé des paragraphes sur la façon dont j'étais allé trop loin. Tante Marlène m'a traité de cruel. Des proches qui m'avaient ignoré pendant des années ont soudainement découvert mon numéro. J'ai envoyé un seul message de groupe. Quand j'avais 17 ans, mes parents m'ont laissé seul dans un ouragan de catégorie 4 avec les animaux de compagnie, ont barricadé ma fenêtre de l'extérieur, coupé le courant et sont revenus en me traitant de dramatique. Aucun de vous ne m'a protégé à ce moment-là. Ne me faites pas la leçon maintenant parce qu'ils ont enfin subi les conséquences. Personne n'a répondu. La vente a été conclue quelques semaines plus tard. Mes parents ont déménagé dans un petit appartement à 40 minutes à l'intérieur des terres. Ma mère a perdu le quartier qui la croyait autrefois. Mon père a perdu l'autorité qu'il utilisait pour effrayer les gens. Caleb a perdu la version de l'histoire où il était le bon fils qui essayait d'aider. Tante Marlène a perdu sa chambre gratuite et son passe-temps préféré, me juger. Depuis une maison qu'elle ne possédait pas. J'ai utilisé une partie de l'argent pour créer un petit fonds d'urgence au nom de Nana June, et dans les refuges à stocker des fournitures d'évacuation pour animaux de compagnie et dans les familles avec enfants à trouver un logement pendant les alertes d'ouragan. Cela avait de l'importance pour moi car la leçon n'était jamais juste là. Vengeance. Les enfants ne sont pas des gardes-propriétés. Les animaux de compagnie ne sont pas des excuses. La famille n'est pas prouvée par le sang, les noms de famille ou qui pleure le plus fort en public. La famille est prouvée par qui vous protège quand vous laissez serait plus facile. Certains diront que j'aurais dû leur pardonner plus tôt. Je pense que le pardon sans responsabilisation n'est qu'une permission pour la prochaine cruauté.
Je ne leur souhaite pas la mort. Je ne leur souhaite pas la douleur pour le plaisir de la douleur. Je voulais seulement qu'ils vivent les conséquences qu'ils avaient construites pour moi. Il y a 9 ans, j'ai souri. Dans le noir parce que j'ai enfin compris que j'étais seul. Maintenant, je souris parce que je n'y suis plus piégé. Notre équipe travaille dur pour créer des scripts significatifs et émotionnellement puissants qui touchent les téléspectateurs. Ceci est une histoire fictive créée à des fins éducatives. Nous avons décidé de partager des leçons précieuses à travers une narration dramatique. Cette histoire nous rappelle que la famille doit être construite sur la protection, le respect et la responsabilité, et non sur le contrôle ou la négligence. Il nous rappelle également que les actions ont des conséquences et que choisir de se protéger des comportements toxiques peut être une étape importante vers la guérison. À travers le parcours de Mara, les spectateurs peuvent réfléchir à la responsabilité, à la survie émotionnelle et au véritable sens de la famille.